Couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. Donc la grande question est, est-ce que tu as signé ça? Ouais. C'est illisible comme ça. C'est moi. OK. Ouais. Eh bien, merci pour l'authentification. D'une affiche incroyable qui nous rappelle l'un des plus grands présidents de l'histoire de l'humanité, à un instrument de musique fantastique joué par l'un des musiciens les plus célèbres et les plus talentueux. Voici quelques-unes des choses que des acteurs célèbres ont essayé de vendre sur Pawn Stars. Même si nous sommes habitués à voir des gens ordinaires se présenter aux Pawn Stars avec des objets assez extraordinaires, nous ne devons pas oublier que ces offres incroyables ne sont pas réservées uniquement à l'homme moyen. Parfois, nous recevons l'apparition d'hommes pas si ordinaires, en particulier lorsque des célébrités et des acteurs célèbres se rendent aux Pawn Stars pour faire eux-mêmes des échanges. Nous commençons par un invité appelé Robert, qui arrive avec une affiche plutôt intéressante. Vous voyez, il avait cette affiche fascinante du président Ronald Reagan. Sauf qu'en fait, ce n'est pas Ronald Reagan. Non. C'est en fait une affiche présentant un film dans lequel Dennis Quaid jouera le rôle du 40e président des États-Unis d'Amérique. Curieusement, Rick semble en savoir beaucoup sur ce film. Je ne savais pas que Rick était un cinéphile. La bande-annonce de ce film n'est même pas sortie. Comment le savait-il? Désireux de lancer le débat, Rick a demandé si la signature sur l'affiche était l'autographe authentique de Dennis Quaid. Étonnamment, Robert confirme qu'il s'agit bien de l'autographe authentique du célèbre acteur. En fait, il avait reçu l'affiche de l'un des producteurs du film. OK. Alors où l'as-tu eu? Je l'ai eu du producteur. OK. C'est pourquoi Robert espérait obtenir quelque chose comme 350 $ pour l'affiche. Grand question. Combien tu veux pour ça? Je pensais à 350 $. Pour conclure l'affaire, Rick déclare qu'il doit confirmer si l'autographe est vraiment authentique. C'était la seule façon de conclure l'affaire. Ça te dérange si j'appelle quelqu'un pour vérifier l'autographe? Pas du tout. J'ai un expert. Il me dira tout de suite si c'est vrai. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est juste que je ne fais confiance à personne. J'ai compris. Il s'est avéré que la seule façon de confirmer si l'autographe était authentique était de planifier une visite chez le célèbre acteur. C'était intéressant. Surtout quand une telle conclusion semblait laisser Robert un peu perplexe. Avait-il peur d'être démasqué comme un imposteur ou était-il vraiment excité de rencontrer le célèbre acteur? Après la nervosité initiale après l'arrivée de Dennis au magasin, l'homme principal s'est mis directement au travail. Il a demandé où Robert avait eu l'affiche. Et d'une fois de plus, Robert a déclaré qu'il l'avait obtenue d'un des producteurs du film. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette affiche? Je l'ai eue du producteur du film. Incroyable. Mais vrai. Dennis a pu le confirmer. En fait, il savait exactement pour qui il l'avait signé. Il l'avait signé pour un de ses amis producteurs. Et il a été choqué de voir que son cher ami a tout simplement vendu l'affiche au lieu de l'accrocher chez lui ou quelque chose comme ça. C'est probablement la dernière fois qu'il signe des autographes, c'est sûr. Cela dit, Dennis a continué en disant qu'il avait énormément d'admiration pour l'ancien président, en particulier parce que l'ancien commandant en chef était une personne intéressante, qui a fini par gagner le cœur des Américains à l'époque et peut-être même aujourd'hui. Une fois que Rick a été certain que c'était bien la signature de Dennis. Oui, elle est illisible. C'est moi. OK. Il était heureux de conclure un accord avec Robert. Sauf qu'au lieu de passer une commande de 350 $, Rick n'offrait qu'une centaine de dollars. Très bien. Je suis content que tu le saches. Je t'en donne donc 100 $. On comprend que Robert n'ait pas accepté cette offre, surtout après que l'autographe ait été authentifié par Dennis Quaid lui-même. À la fin de la journée, les deux hommes ont convenu de conclure un accord valant 200 $. 200. Très bien. Je vais faire 200. Super. OK. Je te retrouve là-bas. On fera quelques démarches et je te paierai. Fantastique. Je suppose que l'on peut dire que c'est assez juste. Je me demande si Dennis est content que son autographe ne vaille que 200 $. Ensuite, nous examinons ce que Mike Yamasaki, l'expert en épée japonaise, a apporté aux Pawn Stars. Il s'agissait d'une épée de samouraï personnelle qui aurait été fabriquée au début des années 1600. C'est fou, non? Vu son ancienneté, il est compréhensible que l'arme d'autrefois ait subi quelques travaux.
Non seulement elle avait un nouvel étui en bois japonais authentique, mais elle avait également un revêtement de poignée traditionnel. Nous avons remplacé l'étui par un nouveau, et celui-ci est en fait avec de la véritable laque urushi japonaise à base de sumac vénéneux. Et nous avons fait un emballage spécial pour le manche, à l'ancienne, de manière traditionnelle. Aussi magnifique que soit cet objet, Rick, qui était en fait le propriétaire de l'épée, a décidé que ce mauvais garçon n'était pas à vendre. Il allait simplement le laisser là, exposé, pour que les fans puissent admirer l'ancienne relique. Mais il n'est pas à vendre. Je le mets simplement dans l'étui. Ce que Rick ne savait pas, c'est qu'il ne pourrait pas rester exposé pendant une longue période. Car Chumlee allait rencontrer une célébrité qui aimait les armes rares comme le katana de Rick. C'est très bien. Car s'il voulait retirer cette arme fantastique des mains de Rick, il devrait débourser entre 35 et 40 000 $. Une estimation que Yamasaki a faite après avoir évalué l'épée. Eh bien, bonne chance à celui qui allait acheter cette belle épée, car il a dû attendre environ 2 ans avant de pouvoir mettre la main dessus. Il s'avère que c'est Dana White, le PDG et président de l'UFC, qui a voulu ajouter ce bel objet à sa collection d'armes. Lorsque Chumlee a révélé qu'il pourrait avoir quelque chose qui pourrait plaire au président de l'UFC, Dana était impatient de poser les yeux sur l'épée, surtout lorsqu'il a entendu que l'épée pouvait être retracée jusqu'à sa famille de samouraïs d'origine, qui était probablement en vie il y a plusieurs siècles. Cependant, l'enthousiasme de Dana a été stoppé net lorsque Corey a été obligé d'intervenir. Il se rendit compte que Chumlee essayait peut-être de vendre l'une des rares choses que Rick avait déclaré qu'il ne vendrait jamais. Étonnamment, cela sembla rendre Dana encore plus intéressé par l'épée. Pourquoi les gens veulent-ils ce qu'ils ne peuvent pas avoir? Peut-être que Chumlee a vu que cette interdiction de vendre l'épée la rendait plus attrayante pour Dana, car il a déclaré que l'épée était en si bon état qu'on aurait dit qu'elle venait d'être fabriquée la veille. Cette épée date des années 1600. On dirait qu'elle a été fabriquée hier. Pour cette raison, elle aurait coûté 40 $. À Dana s'il voulait l'acheter à un vendeur réticent. Quelque chose comme ça. Ça fait 40 $. Eh bien, Dana a prouvé qu'il n'était pas le PDG et le président de l'UFC pour une raison. Après avoir entendu le prix demandé, Dana a repoussé l'offre en faisant une contre-offre de 30 $ qui comprend l'acquisition de toutes les autres épées que Chumlee lui avait montrées auparavant. Je vais te dire, je prends ça pour 30 $ et j'achèterai aussi chacune de ces épées que tu m'as montrées là-bas, d'une manière ou d'une autre. Chumlee parvient à convaincre Rick d'accepter un tel marché. Et avant que nous ne le sachions, Rick montrait à Dana cette épée qui appartenait à un seigneur pendant la guerre civile japonaise. En apprenant que Rick voulait 10 $ pour l'épée, Dana demande une réduction. Je veux dire, il vient littéralement d'acheter tous les katanas du magasin. Bon. Je suppose que Dana était assez content d'une réduction marginale parce qu'il a fini par payer 9 $ pour l'épée. Eh bien, je viens d'acheter la moitié des épées du magasin. Ouais, je t'en donne 9. Super. C'était cool. Non? Voyons voir ce que ce client appelé James avait pour nous dans l'émission. James est venu au magasin pour voir si les gars pourraient être intéressés par Self-Portrait, un album de Bob Dylan sorti en 1970, considérant qu'il était sorti il y a plus de 50 ans et que cet exemplaire particulier avait été bien entretenu. James voulait voir s'il pouvait obtenir 150 $ pour l'album classique. Avant de poursuivre les négociations, Rick a estimé qu'il devait mentionner qu'il s'agissait d'une sortie étrange de Bob Dylan, car cet album était rempli de reprises de chansons d'autres personnes. Intéressant. Non? Une fois qu'il a dit cela, il a été obligé d'admettre que l'exemplaire de James était en assez bon état et qu'il pourrait même le vendre à un collectionneur. Cela a probablement semblé très bien à James. Il aurait été encore plus excité s'il avait su que Bob Dylan lui-même était en ville. Malheureusement pour James, Rick n'offre qu'environ 50 $ pour l'album. À sa grande déception, il réaffirme sa position en déclarant qu'il aurait donné à James ses 150 $ si l'album avait été en parfait état. James, qui n'a plus aucun scrupule, accepte les 50 $. C'est une bonne chose pour Rick, qui a décidé que la meilleure façon d'augmenter la valeur de l'album était de demander à Chumlee de l'apporter à Bob Dylan afin qu'il puisse convaincre le grand musicien de jouer le rôle de John Hancock sur le célèbre album. Incroyablement, ce plan fonctionne. Chumlee rencontre le grand musicien juste devant l'hôtel où il était censé se produire. Aussi génial que cela puisse être,
Rick serait agacé par cet autographe parce que Bob Dylan a signé l'album pour Chumlee au lieu de Rick. Qui voudrait d'un album signé par Chumlee? Il suffit de le faire pour Chumlee. Comme vous voulez. OK. N'ayant pas d'autre choix, Rick décide de laisser Chumlee garder l'album. Quelle déception. Il m'a fallu toute la nuit pour les trouver. Pour Chumlee, Bob Dylan. Même Richard n'arrivait pas à croire à quoi pensait Chumlee quand il a demandé à Bob Dylan de lui signer l'album. De nos jours, il est difficile de trouver de l'aide. Nous allons maintenant examiner une bande dessinée de Spider-Man dessinée par John Romita. En 1977, elle a été apportée au magasin par un homme nommé Vince. Aussi incroyable que soit cette œuvre d'art, elle est rendue encore plus spéciale par la présence des signatures de John Romita et de l'emblématique Stan Lee. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que l'œuvre d'art comporte un dessin de Mary Jane dans la baignoire. Oh, je me demande ce qu'elle avait prévu pour notre sympathique héros du quartier. En parlant de notre sympathique héros du quartier, Spider-Man était spécial pour Stan Lee car Spider-Man était le deuxième personnage jamais créé par l'emblématique scénariste, éditeur et producteur de bande dessinée. Heureusement pour Vince, il se tenait juste devant Chumlee, un passionné de Marvel. Impatient de voir s'il pouvait conclure un accord avec Vince, la première tâche de Chumlee a été de vérifier l'authenticité de la bande dessinée économique. Vince a affirmé que lorsqu'il avait acheté la bande dessinée à John Romita, il avait demandé au dessinateur de la dédicacer. Il s'est avéré que la meilleure façon de procéder était de rendre visite à Stan Lee, qui était heureusement à Las Vegas pour une rencontre et une présentation ainsi que pour la nouvelle exposition Avengers. Avant de partir à la recherche de Stan Lee, Chumlee a demandé à Vince combien il souhaitait pour l'œuvre d'art. Vince a répondu qu'étant donné qu'il était le seul propriétaire de la bande dessinée depuis des années, il pensait que la bande dessinée valait entre 8 et 10 $. Ils ont décidé de mener leurs négociations tout en partant à la recherche de Stan Lee. De cette façon, ils pourraient enfin authentifier la signature sur la bande dessinée tout en concluant une entente. En début, il semblait que cet accord serait difficile à obtenir, surtout après que Vince ait grimacé lorsque Chumlee a essayé de lui faire une offre de 200 $. Il n'a cédé que pour au moins 8 $. Cependant, après quelques négociations, les deux hommes ont accepté un accord de 5 $ si Stan Lee pouvait confirmer qu'il s'agissait bien de sa signature sur la bande dessinée. Bientôt, le couple tombe sur la légende et, peu de temps après, il confirme qu'il s'agit bien de sa signature, Quelvenar. On dirait que Vince vient de gagner 5 $. Prenons l'exemple de Rick qui a croisé dans le magasin un client qui ressemblait à Steve Carell. Attendez. C'est Steve Carell. Il a essayé de le nier au début. Mais quand Rick plaisante en disant que ce type ne pouvait pas être Steve Carell parce que le vrai Steve Carell était beaucoup plus petit, la star d'Anchorman ne pouvait pas laisser passer cette histoire. Êtes-vous Steve Carell? Non. J'entends souvent ça. OK. Je pensais qu'il était beaucoup plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par beaucoup plus petit? Tout le monde pense que je mesure 1,73 m. Alors tu es Steve Carell? Non. Eh bien, même le meilleur d'entre nous admettrait à ce moment-là. Cet incident rappelle à Rick l'une des choses qu'il préfère dans sa vie à Las Vegas. En fait, on ne sait jamais sur qui on va tomber. J'imagine que c'est ce qui arrive quand on est dans le show business. Il s'avère que Steve était là pour les affaires. Cependant, plutôt que d'essayer de vendre quelque chose à la star expérimentée, Steve était là pour acheter quelque chose. Ce quelque chose en particulier était un couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale dont Steve était tombé amoureux. Après avoir dit à Rick qu'il était intéressé par le couteau, Steve a révélé qu'il recherchait un tel couteau depuis un certain temps déjà. Eh bien, s'il voulait mettre la main sur ce couteau, il allait devoir trouver 500 $ pour Rick. Quel est le prix courant d'un couteau de plongée? 500 $. Bon. Vous savez quoi? Cela semble un peu bas. Alors qu'il négocie le prix, Rick laisse Steve mettre la main sur le couteau. Regardez ça. L'affaire ressemble à une matraque, n'est-ce pas? Cool. Après quelques bêtises, les deux hommes ont commencé la danse des négociations. Curieusement, Steve fait une offre d'ouverture généreuse de 4 $ pour le couteau à 500 $. À quel jeu joue-t-il? Incroyablement, plutôt que de se contenter de cela. Rick a décidé de demander le double de son prix demandé en déclarant qu'il n'accepterait que 5 $ pour le couteau de la Seconde Guerre mondiale. Incroyablement,
Steve fait une autre offre de 60 $. Que maniganquent ces tips en réalité? 200 $. C'est le deal. 6-0. Pour une raison quelconque, Rick n'accepte pas cette offre. Alors Steve va devoir se contenter d'admirer le couteau de loin. Peut-être qu'un jour, les deux hommes pourraient trouver un accord pour ce couteau intéressant. En parlant d'objets dangereux, nous examinons ce qui a mis les Pawn Stars en contact avec le petit garçon de Madame Foley. Cet événement génial s'est produit lorsqu'un gars appelé Scott a apporté au magasin un t-shirt vintage Dude Love et un masque Mankind signé par Mick Foley. Génial. Il voulait évidemment environ 300 $ pour le t-shirt et 200 $ pour le masque signé. Aussi géniaux que soient ces articles. Rick avait du mal à évaluer leur valeur car il n'était pas un catcheur. Heureusement, il avait Chumlee, qui était un fan de l'univers de la WWE. Il était même ami avec certaines de ces superstars de la WWE. Comme vous pouvez l'imaginer, il ne pouvait pas y avoir de meilleur homme pour ce poste. En quelques instants, Chumlee a pu non seulement confirmer que Dude Love et Mankind étaient deux des personnages les plus célèbres de Mick Foley à l'époque où il était catcheur, mais il a également pu confirmer que ces objets avaient probablement de la valeur, car, quelle que soit la personnalité que Mankind incarnait à chaque nuit dans le cercle carré, Mick Foley allait toujours être l'un des gars les plus durs à cuire du coin. Ce n'était même pas une question. Même s'il n'est arrivé à la WWE qu'en 1996, de nombreuses années après avoir utilisé son personnage original. Cactus Jack. C'est sous l'apparence de Mankind que Mick Foley a réalisé son spot le plus audacieux. Le drop défiant la mort après que The Undertaker l'ait jeté du haut de la chambre Queen's Hell in A. Celle en 1998. Soucieux de s'assurer que ces objets étaient authentiques, Chumlee a fait de son mieux. Appelé l'homme lui-même, peu de temps après, l'homme principal lui-même est là. Alors qu'un Scott ébloui s'efforçait de contenir ses émotions, Mick a donné aux gars les informations sur les objets qu'ils avaient devant eux. Apparemment, le masque était un objet qu'il utilisait autrefois pour faire la tournée des bonbons. Incroyablement, personne ne l'a reconnu. Après avoir inspecté le masque, il a confirmé qu'il s'agissait bien de son masque et de sa chemise. Le t-shirt était particulièrement intéressant à authentifier car beaucoup avaient essayé de faire des répliques au fil des ans. Cependant, il a pu reconnaître le motif tie-dye unique utilisé pour fabriquer le t-shirt. Après avoir obtenu confirmation de l'authenticité des articles, Rick et Chumlee ont offert à Scott 200 $ pour chaque article. Il est compréhensible que Scott ait levé le nez devant cette offre au rabais. Allez les gars. Il décide de tirer profit du fait qu'il a pu rencontrer le grand Mick Foley ce jour-là. Il a également réalisé qu'il n'était pas encore prêt à se séparer de ses objets préférés. Il valait mieux qu'il les ramène chez lui afin qu'il puisse trouver quelqu'un qui sera prêt à payer la valeur totale de ses objets. Ensuite, nous suivons Rick qui a eu droit à une petite surprise. Il a rencontré un collectionneur de souvenirs sportifs qui avait tout de Kareem Abdul-Jabbar dans sa collection. De ses tenues et de ses célèbres lunettes de protection à sa bague des Los Angeles Lakers. De 1987-88, on pouvait dire que Rick était vraiment au paradis. Comme si cela n'était pas assez incroyable. L'homme principal lui-même a fait une apparition qui a laissé Rick ébahi. Combien valaient tous ces objets? Apparemment, le trophée valait 300 $ et les lunettes environ 40 $. Le maillot valait environ 125 $ et la bague 375 $. Il s'avère qu'il n'y a eu aucun problème pour confirmer si tous ces objets étaient réels, car il s'agissait bien de ses affaires. Nous savons tous comment il a passé des décennies à devenir l'une des légendes de la NBA. Et c'est au cours de ces années qu'il a réussi à accumuler un tel trésor de souvenirs sportifs. Avec tout ce qui se présente à eux, le rêve propose même d'emmener Rick à un match des Lakers une fois l'affaire conclue. Alors, qu'est-ce que Rick va acheter et combien va-t-il offrir? Tout d'abord, il y a eu les lunettes. Bien qu'elles aient été vendues pour environ 40 $, Rick n'était prêt à en offrir que 15 $. Bon Dieu, c'est moins de la moitié de Rick. Comment ça marche? Après quelques marchandages, Rick accepte finalement une offre de 25 $ et un billet pour un match des Lakers afin de pouvoir voir LeBron jouer. Comment pourrait-il refuser? Ensuite, une blonde sexy entre dans le bar avec une guitare qui appartenait à Phil Collins, le célèbre musicien. Tout le monde connaît le talent de Phil Collins.
le légendaire membre de Def Leppard et un grand musicien solo à part d'entière. La dame a donc naturellement exigé 10 $0 pour la guitare. Bien que cette estimation ait pu être basée sur une intuition, un expert en guitare a été consulté et a confirmé l'évaluation de la guitare par la dame. D'autant plus qu'elle avait été signée par un musicien très respecté, May Content. Rick a décidé d'appeler un autre expert pour examiner la guitare. À la surprise générale, y compris de la jeune femme, ce soi-disant expert n'était autre que Phil Collins lui-même. Fou. Que fait-il là? En quelques instants, Collins reconnut la guitare. En fait, il a déclaré avoir fabriqué environ 30 de ces guitares. Il se souvient même que ces guitares étaient parmi les 10 premières à avoir été fabriquées. Il y avait même une marque qui indiquait quand la guitare avait été fabriquée. Incroyable. Incapable de se contrôler. Phil se met même à tester la guitare au milieu du magasin. Cela nous ramène loin dans le passé. Vous sentez ça dans l'air ce soir? Je sens quelque chose dans l'air ce soir et c'est vraiment la chair de poule sur ma peau. Cela prouve que la guitare était en parfait état. Non seulement elle joue toujours bien, mais elle est aussi en parfait état pour être exposée. Après quelques marchandages, Rick et la femme parviennent à un accord pour acheter la guitare pour 85 cents. Enfin, nous examinons quelque chose provenant d'une des légendes de l'industrie du divertissement sportif. Regardez ces bottes qui appartiennent à Booker T. Le quintuple champion de la WCW est l'une des légendes de la WWE moderne. Malheureusement, le propriétaire des bottes n'a pu fournir aucun document permettant de vérifier si ces bottes étaient authentiques. En fait, il les a achetées dans un magasin de charité, ce qui est assez décourageant pour les gars du magasin Pawn Stars. Cela va rendre difficile pour le propriétaire d'obtenir les 6 $0 qu'il souhaite pour ses bottes. Sans aucun document, les Pawn Stars ne pouvaient lui offrir que 3 $0 environ. Après tout, ils vont avoir du mal à convaincre les acheteurs qu'il s'agit d'une véritable affaire. Cela semblait être une affaire équitable compte tenu des circonstances. Après avoir acheté les bottes, les gars ont été ravis de recevoir la visite de King Booker qui pourrait leur dire si les bottes étaient vraiment les siennes. Malgré les craintes de Rick, ces bottes étaient réelles et ils étaient même assez heureux pour les essayer sur le ring. On dirait qu'ils sont dans le coup. Quelle musique! D'une affiche incroyable qui nous rappelle l'un des plus grands présidents de l'histoire de l'humanité, à un instrument de musique fantastique joué par l'un des musiciens les plus célèbres et les plus talentueux. Voici quelques-unes des choses que des acteurs célèbres ont essayé de vendre sur Pawn Stars.